Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on perd pas de temps, pas de poisson d'avril, pas d'intro trop longue aujourd'hui. Le programme est chargé, comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence avec un premier sujet en France. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe sort aujourd'hui un livre, mais surtout il laisse planer le mystère sur sa possible candidature à la présidentielle de 2022. En fait, depuis le 3 juillet 2020, date à laquelle il avait donc laissé sa place de Premier ministre à Jean Castex, eh bien Édouard Philippe était resté plutôt en retrait de l'actualité politique nationale en se concentrant surtout sur son poste de maire de la ville du Havre en Normandie. Le truc c'est que depuis quelques jours, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, il fait son grand retour avec la sortie de son livre Impressions et lignes claires où il raconte son expérience de Premier ministre avec son conseiller, son bras droit en quelque sorte, le député européen Gilles Boyer. Alors disons les choses clairement, en général un politique qui publie un livre c'est rarement juste pour, voilà, partager des idées, créer une discussion, etc. En général, il y a d'autres idées potentiellement derrière la tête et on peut donc légitimement se poser cette question. Ce retour dans les médias et ce livre ont-ils pour objectif de préparer à une éventuelle candidature pour la présidentielle 2022? Alors si on pose la question, c'est que Édouard Philippe est populaire aujourd'hui, ou plutôt il est l'un des moins impopulaires, disons, des politiques, puisqu'en général ils ont tendance à être très impopulaires. Mais en fait, selon un récent sondage d'Ipsos, il récolte 56% d'opinions favorables et c'est la seule personnalité politique à franchir cette barre assez symbolique des 50%. Alors pourrait-il se présenter contre Emmanuel Macron? Ça paraît quand même assez compliqué aujourd'hui. Dans les médias, Édouard Philippe rappelle beaucoup sa loyauté envers l'actuel président, donc ce serait un sacré coup de se présenter contre lui. Mais au-delà de cette question de la loyauté, il y a aussi la question plus politique et de stratégie à l'approche de la présidentielle. Et en l'occurrence, s'il y a Édouard Philippe et Emmanuel Macron candidats lors de la même élection, ils ont quand même plus ou moins le même électorat. Et donc il y a un risque qu'ils se divisent un peu, qu'ils se partagent comme ça le même électorat et que aucun d'entre eux arrive à aller au second tour. Après, gardons en tête que Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous François Hollande et qu'il a décidé ensuite de se présenter comme candidat, donc les trahisons en politique, ça existe. Alors l'autre option, l'autre scénario potentiel serait en fait que Emmanuel Macron ne soit pas candidat et que Édouard Philippe soit candidat à sa place. Alors ça en l'occurrence ça paraît quand même très peu probable aujourd'hui, mais après à voir en fonction de comment évolue la crise sanitaire du Covid, les conséquences sur la popularité éventuelle d'Emmanuel Macron dans les mois à venir, ça paraît quand même très peu probable, mais c'est quelque chose qui avait été éventuellement suggéré, en tout cas c'était une option potentielle qui avait été mise sur la table par Emmanuel Macron il y a quelques mois lorsqu'il avait donné une interview aux médias bruts. Bref, Édouard Philippe candidat en 2022, ça paraît aujourd'hui assez peu probable, même si en l'occurrence il entretient beaucoup le flou autour de cette question. Certains disent d'ailleurs qu'il se prépare peut-être en réalité plutôt pour 2027. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence ce sujet-là c'est un sujet qui est très politique, c'est vraiment des questions de stratégie électorale et on en parle très rarement sur la chaîne, mais ça me paraît en l'occurrence assez intéressant de faire des petits points comme ça de temps en temps, en plus de la plupart des autres sujets qu'on fait. On a plus tendance à privilégier le fond, les débats sur des sujets de fond, d'économie, de société ou autres. Mais voilà, à l'approche de la présidentielle, ça me semble assez intéressant et important de garder un œil là-dessus. Au passage, petite aparté avant de passer à l'actualité suivante. L'année dernière sur la chaîne, on a fait beaucoup de reportages au Liban après l'explosion, aux États-Unis pour la présidentielle notamment. Et là en ce moment, on est en train de préparer de nouveaux reportages qui arriveront prochainement sur la chaîne. Mais je suis aussi preneur de vos idées, de vos suggestions, de reportages que vous voudriez qu'on fasse en France ou alors à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas directement dans les commentaires et qui sait, peut-être que ça nous donnera une idée supplémentaire pour l'année qui vient. Alors l'autre sujet du jour, c'est un sujet majeur et pourtant on en entend relativement peu parler. On va parler de symptômes du coronavirus qui restent très longtemps après l'infection, mais aussi de l'impact psychologique souvent important après avoir été infecté. En fait, selon une très grande étude qui a été réalisée auprès de plus de 200 000 patients et qui a été publiée dans la revue de Lancet Psychiatrie, eh bien un patient sur 3 qui a guéri du coronavirus souffrirait aujourd'hui de problèmes psychologiques ou neurologiques. Alors parmi eux, il y a un peu deux types de patients. Il y a d'abord ceux pour qui le Covid a réactivé en quelque sorte des troubles psychologiques et neurologiques qui existaient avant chez eux, et il y a ceux aussi pour qui le coronavirus a en l'occurrence fait apparaître des troubles pour la première fois. C'est le cas en l'occurrence de 13% des patients qui souffrent de ces problèmes psychologiques liés
liées au coronavirus. Alors concrètement, pour la très grande majorité d'entre eux, il s'agit d'anxiété ou encore de troubles de l'humeur qui restent dans le temps, mais ça peut parfois prendre des formes plus graves, surtout pour les patients qui ont été en réanimation à cause du coronavirus, avec notamment, rarement mais parfois, des risques importants d'AVC, d'hémorragie cérébrale ou encore de démence. Alors cette étude, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en lumière une conséquence encore peu connue du coronavirus, cet impact psychologique sur le long terme, alors qu'en parallèle, on parle de plus en plus de Covid long. Le Covid long, ce sont en fait des patients qui ont été infectés par le coronavirus et qui ressentent encore les symptômes du Covid longtemps après leur infection. Une étude du Bureau des statistiques britanniques a affirmé par exemple qu'une personne sur 7 infectée au Royaume-Uni souffrirait de Covid long, soit environ plus d'1 million de personnes, et concrètement, parfois plus d'1 an après, ces personnes atteintes de Covid long sont toujours fatiguées ou encore elles ont des importantes douleurs musculaires, ce qui leur pose énormément de problèmes dans la vie quotidienne, ne serait-ce que pour travailler au quotidien. Bref, les conséquences du coronavirus sont nombreuses et pas seulement sur le court terme pour une partie de la population. Courage en tout cas à tous ceux dont c'est le cas aujourd'hui. De notre côté, dès qu'on a de nouvelles études, de nouveaux éléments sur des nouvelles connaissances qui pourraient être importantes concernant le coronavirus, vous le savez, logiquement, on en parlera sur la chaîne. Allez, comme chaque jour, on est parti donc pour un résumé de l'actualité en bref, et on commence avec cette nouvelle qui inquiète le gouvernement italien à cause du contexte difficile, le confinement, l'incertitude autour de la vie en ce moment. Eh bien, le pays est confronté à un baby flop, autrement dit une chute du nombre de naissances dans le pays. Le problème, c'est que la population est vieillissante et une chute de la natalité peut freiner l'économie pour tout un tas de raisons. Résultat donc, pour encourager les Italiens à avoir des enfants, eh bien le gouvernement va donner dès cet été à tous les parents un chèque de 200 à 250 € tous les mois, et ce du 7e mois de grossesse de la mère jusqu'aux 21 ans de l'enfant. C'est donc une mesure économique importante qui a pour objectif d'avoir davantage d'enfants en Italie, sachant que faut noter au passage que ce problème il n'est pas que en Italie et c'est un problème assez mondial. On a observé notamment en 2020 beaucoup moins de naissances à cause notamment donc du coronavirus. Deuxième sujet de ce en bref, c'est un peu plus léger disons, la star notamment de télé-réalité Kim Kardashian est désormais milliardaire selon le magazine américain Forbes. Mais alors comment est-ce qu'elle a fait pour accumuler autant d'argent? Il y a d'abord deux entreprises de cosmétiques et de lingerie, son programme évidemment de télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian qui a duré pendant des années, et enfin évidemment son activité très importante notamment sur les réseaux sociaux. Autrement dans la famille, son ex-mari, le rappeur Kanye West, dont elle vient de demander le divorce, avait lui aussi rejoint la liste des milliardaires américains il y a un an. Et au passage, concernant la petite sœur de Kim Kardashian, donc Kylie Jenner, eh bien Forbes avait estimé en 2019 qu'elle était milliardaire à seulement 19 ans. Mais finalement, retournement de situation puisque un an après, eh bien Forbes avait décidé de retirer ce titre à Kylie Jenner, jugeant qu'elle avait menti sur sa fortune. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? C'était pas le plus évident, on va pas se mentir, j'étais à Malaga en Espagne. Alors les gens ont tendance à aller surtout à Malaga pour la plage, le grand soleil, etc. Mais c'est aussi une ville de culture et c'est notamment ici qu'a grandi le célèbre peintre Pablo Picasso. Alors petite anecdote sur Picasso, il est inscrit dans le livre Guinness des records parce que il est considéré comme étant l'artiste le plus prolifique, autrement dit celui qui a produit le plus d'œuvres, avec notamment 13 500 peintures, 34 000 illustrations de livres ou encore 300 sculptures et céramiques. Voilà, petit assez productif le Pablo Picasso durant sa carrière, une carrière et une vie qu'il a passé, vous le savez peut-être, une grande partie en France. Alors le débat hier c'était le suivant, faut-il lever les brevets sur les vaccins contre le coronavirus? Vous le voyez actuellement avec les résultats, c'est un oui assez massif qui ressort pour l'instant de ce sondage avec déjà près de 200 000 votants. Aujourd'hui pas de débat exceptionnellement, écoutez on met fin à cette série de débats ces derniers jours, pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment rendez-vous sur Instagram, mais c'est pas encore le cas, pour découvrir d'autres contenus exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, et puis on se dit à demain, du coup logiquement, pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes.